Professeur Bach est à la fois médecin, immunologiste, il était à l'hôpital Necker en particulier, spécialiste des transplantations, et puis c'est un scientifique, c'est un de nos grands immunologistes fondamentalistes, et Jean-François a fait un certain nombre de contributions tout à fait essentielles en immunologie sur le rôle du thymus, et en particulier des médiateurs thymiques dans la maturation des lymphocytes, sur l'auto-immunité. Ça a été un des premiers à faire valoir l'idée qu'au fond, les maladies, on était protégé des maladies auto-immunitaires non seulement par la délétion des clones qui reconnaissent le soi, mais aussi par la présence de lymphocytes régulateurs. À l'époque, ce n'était pas si clair que ça, qui pourraient globalement contrôler le système. Et vous avez vu dans les présentations récentes, en particulier la troisième leçon, le rôle que jouent les lymphocytes T régulateurs maintenant, bien accepté dans les grands équilibres de la réponse immunitaire. Et puis en tant que médecin, il a beaucoup travaillé, bien entendu, sur l'immunité de greffe et essayé de faire passer aussi ces notions sur l'auto-immunité en pathologie, en particulier dans le domaine du diabète. Et puis ça a été, c'est la quatrième, finalement sa quatrième casquette, si je puis dire, qui nous intéresse ici dans une certaine mesure, c'est d'avoir été un des concepteurs, si je puis dire, de cette théorie selon laquelle cette période postmoderne où les maladies infectieuses n'ont pas disparu, mais en tout cas sont très largement contrôlées dans nos régions, voit corrélativement la survenue d'un certain nombre de pathologies dont on a parlé X fois et dont on voit maintenant les rapports, non seulement d'ailleurs avec les maladies infectieuses stricto sensu, mais avec éventuellement des déséquilibres de certaines populations microbiennes au sein du microbiote. Donc Jean-François Bach, voilà, c'est un de nos grands immunologistes. D'ailleurs, tous les jeunes là, qui font de l'immunologie ont sûrement eu le bac, comme on disait, comme livre de chevet. Et il est par ailleurs le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Voilà, merci Jean-François. Bien, merci Philippe pour cette introduction. Ça me fait particulièrement plaisir de donner cet exposé comme dernier de cette série passionnante de cours. Je vais donc vous parler de l'hygiène. Je pourrais commencer peut-être par montrer cette diapositive que Philippe a déjà montrée et qui effectivement qui est souvent reprise, pour dire que notre contribution a été essentiellement au départ de rapprocher l'auto-immunité à l'allergie, ce que personne n'avait vraiment fait. Même les gens pensaient à l'époque que auto-immunité et allergie étaient un peu opposés. L'auto-immunité essentiellement TH1, l'allergie TH2. Et bon, les gens n'étaient pas loin de penser que TH1 régulait TH2, et donc il y a des arguments pour cela. Et donc, ces deux types de maladies n'avaient pas de rapport. En fait, on va voir aujourd'hui que tout ce qu'on va dire, ou à peu près tout de l'auto-immunité, vaut pour l'allergie dans la discussion concernant justement cet effet de l'hygiène. Il faut dire aussi qu'en 2002, lorsque nous avons publié ce papier, enfin qui suivait quelques autres, qu'on avait commencé à publier à la fin des années 99-2000, on ne parlait pas, on connaissait bien sûr l'existence du microbiote, mais on ne parlait pas du tout du microbiote dans le contexte d'aujourd'hui, et que les récepteurs TOL venaient d'être découverts et que chez les mammifères, et qu'on n'en parlait pas du tout non plus, ou pratiquement pas. Et ce sont ces deux concepts qui vont être la base de mon exposé d'aujourd'hui sous forme d'actualisation de cette théorie. Je dirais brièvement, pour commencer, que le terme d'hygiène est pratique. Il dit bien ce qu'il veut dire. Il faut l'interpréter dans le sens large. Et quand on parle d'hygiène, il faut dire simplement diminution d'exposition à des agents infectieux sans être trop restrictif, parce que l'hygiène est trop conçue trop souvent comme l'hygiène élémentaire, se laver les mains ou plus généralement prendre des précautions d'hygiène simples, mais qui ne résument pas l'ensemble du problème. Donc on avait montré, à l'époque, on avait insisté sur cette opposition qui a déjà été rappelée entre la baisse des infections, de beaucoup d'infections, pas toutes bien sûr, mais beaucoup d'infections, et l'augmentation de la fréquence de ces maladies allergiques et auto-immunes. Et d'ailleurs, on pourrait rajouter bien sûr les maladies inflammatoires de l'intestin que je traiterai très peu aujourd'hui parce qu'elles ont été déjà largement abordées dans cette série d'exposés. Et je dirais aussi
pour le plus en parler, qu'il y a un champ, je ne sais pas si c'est un grand champ, mais un champ qui s'ouvre qui est intéressant. C'est la relation entre cette hygiène, conçue au sens large, et la survenue de prolifération lymphocytaire, et plus particulièrement de leucémie aiguë lymphoblastique. Mais il y a, dans le domaine des syndromes immunoprolifératifs malins, il y a des papiers maintenant qui sortent régulièrement, notamment par Mel Greaves, qui est un grand hématologiste anglais, et par d'autres qui indiquent qu'il y aurait possiblement le même genre de données à considérer. Nous allons commencer par parler un peu d'épidémiologie. Je serai bref sur ce sujet, qui n'est pas le centre de mon exposé, mais je voudrais quand même en dire 2 mots. Alors, l'épidémiologie de ce sujet a été peut-être abordée de différentes façons, et je présenterai quelques éléments. Bon, la distribution géographique des maladies est extrêmement intéressante. Vous allez le voir très rapidement et on passera sur ce sujet. On peut la coupler à des études de migrants, ce qui est tout à fait intéressant, ça c'est important. On peut l'associer à des études de corrélation avec les facteurs socio-économiques. Puis il y a le problème de la ferme, qui a déjà été abordé par Philippe Sansonetti, dont je dirai juste quelques mots dans un instant. Alors il y a un point qui est un point historique, parce que c'était le premier élément qui avait fait réfléchir dans le domaine de l'allergie à cette hypothèse de l'hygiène, c'est qu'il y a un critère, un paramètre très robuste, très simple, l'ordre de naissance dans une famille. Et les données se sont accumulées pour montrer que la plupart des maladies allergiques et auto-immunes surviennent d'autant plus fréquemment qu'il s'agit du premier né dans une famille par rapport au deuxième, surtout au troisième, au quatrième. L'explication en étant, c'était l'hypothèse, mais elle est raisonnable, que le premier enfant à la maison n'est pas confronté aux infections, par définition ramené par ses frères et ses sœurs. Alors ça paraît un peu naïf comme explication, mais ça a été conforté par des études épidémiologiques qui comparaient les enfants mis à la crèche ou restant chez eux. Alors le nombre d'infections est bien sûr un paramètre important en épidémiologie par rapport à notre sujet. Il est compliqué parce qu'il ne s'agit pas seulement des grandes infections, des grandes maladies infectieuses qui peuvent protéger contre les maladies auto-immunes allergiques, comme on va le voir, mais probablement des maladies relativement bénignes et même éventuellement des maladies infectieuses latentes et donc très difficiles à compter, à numérer. Bon, les mères ne se souviennent plus vraiment des enfants, des infections bénignes présentées par leurs enfants. Donc ce paramètre, bien qu'il doit être le premier, n'est pas le plus simple. Et il faut donc tourner autour du sujet en évitant de trop prendre en compte ce paramètre. Quelques données géographiques, elles sont classiques. Je vais vous montrer 2 exemples de maladies auto-immunes, la sclérose en plaques et le diabète. Vous voyez le terme de ceinture, je ne sais pas si ça s'adapte ici. En tout cas, il y a une zone dans l'hémisphère nord qui est très clairement associée à une grande fréquence, avec l'Australie au sud, évidemment, c'est l'image en miroir. Et quand on regarde maintenant les maladies infectieuses, ça c'est le diabète, on a vu la sclérose en plaques, c'est pratiquement équivalent. Incidemment, il y a la même chose en Europe, il y a un même gradient nord-sud en Europe, je passe. Et quand on regarde les maladies infectieuses, la tuberculose, l'hépatite A ou des syndromes diarrhéiques, eh bien, on a à peu près la même répartition. Et vous voyez, et c'est ça l'intérêt, c'est que ces zones d'endémie sont symétriques, sont l'image en miroir, comme je le disais, des zones où on voit les maladies auto-immunes, allergiques ou les maladies inflammatoires de l'intestin. On peut faire des planisphères du même type avec beaucoup de ces maladies lorsqu'on a les données épidémiologiques, bien sûr. Nous verrons tout à l'heure qu'il y a des petites subtilités par rapport à ce gradient. Je vous en parlerai à propos de la Carélie et de la Finlande. Bien sûr, quand on étudie des populations dans des zones géographiques différentes, on pense à la génétique. Et il y a évidemment des différences génétiques entre les Japonais, les Français et les Africains. Ces différences génétiques ne sont pas néanmoins l'explication première de ces différences d'incidence ou de prévalence suivant les pays. Il suffit pour cela de suivre les migrants. Alors ces migrants ont été suivis depuis très nombreuses années. Beaucoup des papiers en question, je vais retrouver une quarantaine à peu près, remontent à des périodes assez anciennes, il y a 15 ans, 10 ans, même parfois 20 ans. Et pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les épidémiologistes s'intéressaient au risque de personnes venant des pays du Sud, qui n'avaient pas beaucoup de ces maladies, vous allez le revoir, à contracter, par exemple, un virus en arrivant dans les pays du Nord, en arrivant, par exemple, en Grande-Bretagne, où beaucoup de ces études ont été faites. Alors, voilà un exemple de ce genre de papier, vous voyez que c'est assez frappant. Vous voyez que le diabète insulinodépendant est peu fréquent au Pakistan,
il est très fréquent, c'est à droite, en Angleterre. Et lorsque des familles pakistanaises migrent en Angleterre, eh bien, dès la première génération, les enfants développent le diabète avec la même fréquence que les petits Anglais. Alors, il y a des exemples multiples, je le disais, de ce type de données qui sont très passionnantes, très importantes, et qui ont été vraiment bien faites pour beaucoup d'entre elles. Elles ne sont pas récentes, mais elles étaient quand même bien faites. Et on trouve des données équivalentes pour la sclérose en plaques, pour l'allergie, pour les maladies inflammatoires de l'intestin et bien d'autres. Un point intéressant pour nos discussions, c'est de savoir s'il y a un âge clé au-dessus duquel la migration n'entraîne pas l'acquisition de la prédisposition aux maladies. Alors ça a été étudié de façon pas mal, pas mauvaise, par un certain nombre de groupes. Il y a 7-8 papiers de bonne qualité qui portent sur les effectifs significatifs. Pour l'allergie, j'ai pris l'exemple de l'allergie, on pourrait prendre celui de la sclérose en plaques ou des maladies inflammatoires de l'intestin et du diabète. Eh bien, mais pour l'allergie, c'est intéressant. Vous voyez, regardez les deux lignes du bas, c'est les plus intéressantes. Quand on étudie des femmes qui viennent de l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Ouest, du Sud-Est, et qui ont migré en Angleterre, et quand on regarde la fréquence de l'asthme ou de l'allergie, des allergies atopiques, suivant qu'elles soient, quand elles sont nées en Angleterre ou ils sont arrivés avant l'âge de 5 ans, comparé aux femmes qui sont arrivées en Angleterre après l'âge de 5 ans. Vous voyez la différence très importante qu'il y a dans la fréquence de ces maladies, suivant l'âge où elles sont arrivées en Angleterre. Et l'important, il se trouve qu'ici, c'est la barrière est autour de 5 ans. Et l'âge n'est pas le même suivant les maladies, ce qui est d'ailleurs intéressant et peut poser problème. Pour la sclérose en plaques, il semblerait que l'âge soit plus élevé. Et bien sûr, l'asthme est une maladie de l'enfant, la sclérose en plaques est une maladie de l'adulte essentiellement. Enfin, ça pose d'ailleurs des questions qui sont intéressantes. Bien, alors un mot sur la ferme. Comme Philippe Sansonetti vous l'a dit, il y a eu des travaux initiés essentiellement par une chercheuse épidémiologiste et clinicienne allemande remarquable, Erika von Mussius, qui a montré qui était la première à montrer, ça a été confirmé par une grande série d'articles. Ceux que ça intéresse pourront trouver une méta-analyse sur le sujet qui montre qu'il n'y a pas beaucoup d'hésitation sur la conclusion. Lorsqu'on étudie des enfants à la campagne élevés dans des fermes, la fréquence de l'asthme et surtout de l'atopie étant définie par les taux d'IgE et des tests cutanés, eh bien la fréquence de ces manifestations est beaucoup plus basse que chez les enfants vivant aussi à la campagne, éventuellement à côté, mais pas dans les fermes. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de dire qu'on peut étudier ceux qui, dans les fermes, protègent. Et on peut montrer que ce sont des animaux, bon, ce n'est pas une surprise, mais que ce n'est pas tous les animaux, et qu'il y a un animal qui protège beaucoup, c'est le chien. Et il a été montré, c'est amusant, d'une certaine façon, que dans les familles qui ne vivent pas dans les fermes, mais à la campagne, eh bien, les familles qui ont des chiens sont moins à même. Les enfants qui ont été élevés à côté de chiens développent l'atopie avec une fréquence beaucoup moins grande. La question se pose, bien sûr, de savoir ce qui, chez le chien, va apporter cette protection. Fait intéressant, cette protection peut être apportée simplement par le fait que la mère a été exposée au chien, même si, après la naissance, l'enfant n'est plus exposé ni à la ferme ni au chien. Donc, comme s'il y avait quelque chose qui se passait au niveau de la grossesse, ce qui est bien sûr très intéressant. Et en plus, je conclurai ce point pour dire qu'il y a un article publié récemment, en 2014, dans le PNAS, qui montre que lorsque on gave des souris avec de la poussière de maison, des maisons contenant des chiens par rapport à des maisons n'en contenant pas, et tous les témoins, eh bien, on peut savoir que cette poussière de maison protège contre l'asthme expérimental, contre différents antigènes. Ce n'est pas le valbumine, mais c'est des antigènes de Blatt ou d'autres, et qu'on peut montrer que le microbiome de ces souris est modifié de façon significative suivant que la poussière de maison vient de souris, de maison avec ou sans chien. Donc là, il y a un élément intéressant, le fait que donc il puisse y avoir cet élément qui reste encore totalement à définir. Alors maintenant, la question qui se pose, bien sûr, si on veut parler de microbiome, mais j'ai essayé vraiment de retrouver maximum d'éléments pour répondre à cette question qui est quand même indispensable pour essayer de
réfléchir au rôle respectif des commensaux et des pathogènes dans la protection apportée contre les maladies infectieuses et allergiques. La question est de savoir quel est le rôle, l'influence de l'hygiène, conçue, définie comme je dis tout à l'heure, l'influence de l'hygiène sur le microbiote. La première approche, elle est logique et simple. Ça consiste à étudier le microbiote dans des pays où l'hygiène est très différente. Alors, ça a été fait, par exemple, entre l'Italie, la région de Toscane, et où des enfants, le microbiote intestinal d'enfants de cette région a été comparé à celui d'enfants du Burkina Faso en Afrique. Et il y a des différences majeures, pour rentrer dans le détail. C'est un sujet intéressant, et on commence à pouvoir le faire avec toutes les études publiées pour ça et pour ce qui va suivre tout à l'heure. On pourrait regarder quelles sont les familles, les espèces... Bon, on est au début. Mais là, mon point n'est pas celui-là. Mon point est de faire remarquer qu'il y a des différences importantes. On a le même genre de différence quand on compare, et c'est les plaques du haut, les enfants du Bangladesh et les enfants américains. Il y a des différences très notables. Après, en bas, il y a les adultes du Bangladesh, mais ceci est encore autre chose. La question, alors, il y a des différences, mais ces différences peuvent être dues à beaucoup de choses. Ces pays-là diffèrent pour beaucoup de choses. Les enfants vivant dans ces pays diffèrent pas seulement par leur hygiène, évidemment, qui diffèrent par l'hygiène, mais ils diffèrent par leur alimentation, par tout un style de vie qui n'est pas du tout le même. Donc il n'est pas facile de vraiment faire la part de l'hygiène et du reste. Et je dois citer ici, et ceci n'est pas un clin d'œil, mais simplement une petite news de Nature, sur un article assez remarquable, qui a été publié par un groupe d'Aberdeen, qui a étudié des porcs qui ont été séparés, enfin deux groupes de porcs, les uns étant essentiellement ce qu'on peut appeler indoor, c'est-à-dire laissés dans une atmosphère non pas stérile. Ce ne sont pas du tout des animaux de germe-free, ce sont des animaux élevés indoor et par rapport à des animaux qui ont été élevés dans une porcherie habituelle, dont on imagine bien l'absence globale de propreté. Et ce qui est, alors ils ont fait un assez beau travail, très systématique, et ils ont montré que lorsqu'on étudie le microbiote de ces animaux, on s'aperçoit qu'il y a là de nouveau des différences significatives dans certaines familles de bactéries et qui sont confirmées par d'autres choses, d'autres données qui ont été obtenues ultérieurement. Et même au sein de chaque famille, on peut trouver des différences. Par exemple, au sein des lactobacilles, qui sont parmi ceux qui sont le plus modifiés, les bactéroïdes étaient très modifiés aussi. Mais au sein des lactobacilles, on voit l'émergence dans les animaux outdoor. Le troisième élément, c'est INRS, c'est ces animaux qui ont été élevés indoor avec en plus des traitements antibiotiques. Bon. Donc, ils sont mis dans les isolateurs, c'est le super hygiène. Mais en tout cas, pour reprendre les autres, donc les lactobacilles, alors on voit apparaître par exemple le Lactobacillus johnsoni, qui s'est révélé, qu'on retrouve dans d'autres études du même type, et dont il a été montré qu'il avait une action propre de protection contre certaines maladies auto-immunes et allergiques. Donc on retrouve là directement un candidat à la régulation qui est intéressant, même si ce n'est pas un des éléments, un des commensaux qui a été étudié chez les souris de germe-free, qu'on va voir et comme vous avez déjà vu dans d'autres situations. Donc, quels sont les éléments qui contrôlent le microbiote néonatal? Il y en a de nombreux, et c'est ça que je voudrais dire. Je pense que l'hygiène, c'est certainement un élément, disons, l'exposition aux bactéries environnantes est un élément important. On vient de le voir. D'ailleurs, on pourrait y associer, je l'ai dit dans le deuxième caractère, qui était le mode de naissance, qui est une chose aussi, l'exposition aux antibiotiques. Mais et bien sûr, les régimes, et il ne s'agit pas seulement de qualité, mais également de quantité. Il ne faut pas oublier l'allaitement, qui modifie le microbiote intestinal de façon importante. Puis il y a d'autres facteurs, que ce soit le climat, la géographie, ou toute autre chose, le mode de vie, et même, bien sûr, la génétique. Et c'est un domaine qui est encore dans ses balbutiements, mais le contrôle génétique de la composition du microbiote sera, je n'en doute pas, un sujet qui va prendre de grands développements dans l'avenir. Donc un ensemble de facteurs assez complexes. Je voudrais signaler une publication qui date de même pas quelques mois, mais de quelques jours, qui, pour ceux que ça intéresse, ils trouveront, qui montre l'influence du régime alimentaire étudié dans un contexte normal, indépendamment de toute pathologie, et qui étudie de façon intéressante quelle est la durée de l'effet des modifications du régime alimentaire. Ça pour illustrer à quel point il ne faut pas
tout ramener à l'hygiène dans une situation comme celle-ci. Beaucoup de facteurs peuvent entrer en jeu. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à les effets pathogènes, je voudrais peut-être, c'est une diapositive que j'avais faite déjà il y a quelque temps et que je voulais vous remontrer parce qu'elle a peut-être l'intérêt de vous présenter, parmi tous les facteurs qui contribuent à l'hygiène, conçus comme je l'ai défini tout à l'heure, au sens très large, il faut bien différencier les facteurs qui sont liés à l'agent infectieux ou au commensal, c'est-à-dire qui sont liés à l'environnement immédiat. Alors, il peut s'agir bien sûr de l'eau de boisson, on va en dire un mot dans un instant. Il peut s'agir de la qualité sanitaire de l'alimentation, la chaîne du froid. Il peut s'agir de tout ce qui est beaucoup d'autres facteurs qui sont liés simplement à l'agent infectieux. Et puis il y a ceux qui sont liés à l'hôte. Il est évident que l'hôte, soit l'hôte intrinsèque lui-même, ou soit le soin qu'on lui donne. Je pense aux antibiotiques, je pense aux vaccins. Donc, et cet élément-là est important. Il vaut plutôt plus pour les pathogènes que pour les commensaux, mais la question se pose. En tout cas, l'ensemble de ce que je viens de dire là ne résout pas la question de savoir est-ce que c'est les commensaux ou les pathogènes. Je pense que tout ce qu'on a dit là n'apporte pas d'argument, disons, de causalité. Un petit élément supplémentaire par rapport à cette influence de l'hygiène, du point de vue épidémiologique. Je voulais vous citer, j'ai fait allusion tout à l'heure, ces études assez nombreuses qui commencent maintenant à émerger, il y a une dizaine d'articles, qui montrent la différence de survenue du diabète insulino-dépendant et de l'allergie dans deux régions extrêmement proches l'une de l'autre, contiguës, qui sont la Carélie, qui est l'ancienne République soviétique, ou actuels, je ne sais plus s'ils sont indépendants ou pas, mais ce n'est pas le sujet, et la Finlande, qui sont séparés par une grande forêt. Au point de vue génétique, ce sont à peu près les mêmes personnes, mais bon, la Finlande est un pays très très développé, avec une hygiène au sommet, ce qui n'était pas le cas de la Carélie. Et vous voyez la différence, il y a un facteur de 6 de différence au cours des années, ça se confirme, entre la Finlande et la Carélie. Et c'est la même chose pour l'allergie. Et pour l'allergie, il a été fait, alors c'est une étude, ça résume beaucoup de travaux publiés autour de ça. Si on prend simplement le nombre de bactéries, après ils ont regardé les différents types de bactéries, mais le nombre de bactéries dans l'eau de boisson, étudié comparativement dans des écoles finlandaises et des écoles de Carélie, on s'aperçoit que la fréquence de l'atopie est beaucoup plus élevée chez les enfants ayant eu, beaucoup plus élevée chez les enfants ayant peu de bactéries. Excusez-moi, j'ai peu de bactéries, c'est bien ça, peu de bactéries dans l'eau de boisson. Bien. Alors maintenant, le troisième chapitre, j'avance par chapitre, parce que c'est un peu comme ça que les choses se sont déroulées. Le troisième chapitre, c'est l'étude de la corrélation qui existe entre la composition du microbiote intestinal et l'existence, je ne dirais pas la survenue, parce qu'on n'est pas encore étudié la survenue, mais l'existence de maladies allergiques ou auto-immunes ou de maladies inflammatoires de l'intestin. Alors vous avez déjà vu toute une série de diapositives touchant à ce sujet. Je sais que Duško Erlić vous en a parlé pour la colite. Vous a certainement parlé de ses entérotypes. Je n'ai malheureusement pas pu y assister à son cours. Alors il y a des données dans assez nombreuses maladies auto-immunes et allergiques. Pour le diabète, je vais être bref parce que on peut voir des différences entre les malades et les témoins. C'est encore le diabète, et ici c'est l'eczéma, la dermatite atopique. Donc il y a toute une série d'études, il y en a beaucoup maintenant. Je pense qu'il sera temps assez vite, et il sera déjà temps, et peut-être que c'est en train d'être fait, de faire des méta-analyses pour essayer de regarder un petit peu l'ensemble de ces données, voir quel est le dénominateur commun, parce que certains de ces articles portent sur peu de malades, d'autres au contraire sur beaucoup, mais les malades ne sont pas absolument les mêmes. Et ça, c'est vraiment un sujet qui sera important dans l'avenir, de pouvoir vraiment savoir quelle est la nature. Et en plus, c'est pas, tout n'est pas fait avec les mêmes techniques exactement, même si les 16S sont surtout étudiés. Il faudra regarder de très près ce chapitre, qui est un chapitre, bien sûr, extrêmement important, parce que c'est quand même la base de ce qui a attiré l'attention sur ce problème. C'est les anomalies de la composition, notamment la réduction de diversité de la composition du microbiome dans ces maladies allergiques, auto-immunes ou inflammatoires de l'intestin. Donc là, il faut continuer à accumuler ces données. C'est fait très largement. Je sais par exemple qu'il y a des études très importantes qui sont mises en place dans la sclérose en plaques. Ça n'a pas encore été fait. Il n'y a rien de publié sur le sujet, mais ça ne va pas tarder. En passant, une petite remarque.
parce qu'on s'approche de l'autre sujet qui va être d'essayer de rassembler des arguments directs, disons, soutenant le rôle du microbiote dans le contrôle de ces maladies auto-immunes allergiques. Alors là, je me retourne vers la souris NOD, qui nous est chère au laboratoire, qui est une souris d'Onobis diabétique, qui est une souris qui développe spontanément, sans aucune intervention, un diabète insulinodépendant ressemblant beaucoup à celui de l'homme. Et il a été noté depuis le départ. Cette affaire remonte aux années 80. Il se trouve que nous avions eu la chance d'avoir été parmi les premiers à obtenir ces souris. Donc nous avons travaillé depuis maintenant près de 30 ans sur ces souris, qu'on commence à bien connaître. Alors on avait remarqué, comme d'autres, ce n'était pas notre contribution, que la maladie était beaucoup plus fréquente chez les femelles que chez les mâles, surtout quand on était dans des périodes, et j'y reviendrai tout à l'heure, disons, de conditions sanitaires de l'animalerie moyennes, pour ne pas dire médiocres. Enfin, elles n'ont jamais été vraiment médiocres, elles étaient moyennes, appelons-les conventionnelles. Et là, on n'avait pas plus que 60-70% chez les femelles, alors on avait beaucoup moins chez les mâles. Alors, ce n'était pas totalement nouveau, parce qu'en auto-immunité, on savait bien que dans d'autres maladies auto-immunes, de lupus, dont il était question tout à l'heure, il y a la même différence. Et on sait, nous avions montré nous-mêmes à l'époque chez la NOD, c'est un vieux papier de plus de 20 ans, que la castration des mâles augmentait la fréquence de la maladie. Mais pas complètement, on ne rejoignait pas les femelles. D'ailleurs, je vais vous montrer une autre façon de le faire. Là non plus, on ne rejoint pas complètement les femelles. Mais on arrivait à s'approcher à 10-20%. On avait encore un petit coup de pouce supplémentaire si on leur faisait une thymectomie à l'âge de 3 semaines. Là, quand on éliminait certaines populations régulatrices, on arrivait tout près de la fréquence des femelles. Et globalement, l'interprétation était que ce sont les hormones sexuelles qui sont responsables de ce dimorphisme sexuel dans le diabète de la souris NOD. Il y a eu quelques auteurs qui se sont intéressés très récemment à ce sujet, au cours des 2 dernières années, même la dernière année. Il y a un chercheur russe émigré aux États-Unis, qui est Chervansky, qui a fait de beaux travaux sur ce sujet, que je n'ai pas le temps de détailler. Et je voudrais reprendre simplement une de ces diapositives où il compare des animaux, ce sont des souches pures qui sont théoriquement identiques, mais enfin la colonie qu'il utilise, quand il l'avait obtenu initialement en SPF et quand il a après développé dans un élevage germe-free. Et vous voyez que, ça c'est les chiffres encadrés, ils sont comparés à tout ce qui est en dessous, c'est les chiffres de valeurs, le pourcentage de diabète dans d'autres colonies. La diapo que je vous ai montrée avant, qui remonte à 1985, pourrait être une de celles-ci si on l'avait inscrite dans ce papier. Donc, et vous voyez que quand on étudie des animaux de germe-free, vraiment de germe-free, eh bien la fréquence du diabète augmente. Alors il dit dans son papier que ça devient équivalent exactement la même chose que les femelles. Et ça, ce n'est pas exact. Quand on regarde de très près toutes les données, quand on regarde d'autres données de littérature, ça se rapproche beaucoup des femelles, mais il y a encore une différence femelle-mâle lorsqu'on étudie la fréquence du diabète. Et là où nous arrivons à notre sujet, c'est que Chervansky a décrit des différences du microbiote, de composition du microbiote, chez les mâles et chez les femelles. Bon, c'est intéressant. Mais alors, là où ça a été un peu plus loin, c'est dans un autre article qui est l'objet de quelques réticences. Donc, il ne faut pas accepter, avaler d'un seul coup, si j'ose dire. C'est un papier d'un groupe, une personne qui s'appelle Danska, et qui a étudié, qui a retrouvé la même chose, qui avait des différences du microbiote entre mâles et femelles, et qui a fait la transplantation de microbiote de mâles à des femelles. Et elle a montré, c'est la courbe du bas à gauche, que les femelles transplantées avec du microbiome de mâles présentaient une fréquence réduite du diabète, se rapprochant ou avec des fréquences analogues à celles des mâles non manipulés. Vous voyez, donc alors en haut, il y a la fréquence ordinaire chez les femelles et la fréquence des souris greffées avec du microbiome de femelles à des femelles. Ça n'a pas raison de changer les choses, ça ne change rien. Mais alors, elle a été un peu plus loin, j'allais dire un peu plus fort, et là, on est un petit peu hésitant, mais c'est quand même intéressant à signaler, c'est que lorsqu'elle a dosé la testostérone, qui théoriquement a des taux négligeables, bien sûr, chez les femelles, eh bien, les femelles qui avaient été greffées avec des microbiomes de mâles présentent un taux de testostérone élevé par rapport à celles qui n'ont pas été greffées. Et cela à différents âges. Bon. Le problème, c'est qu'il y a une assez grande variation des taux de testostérone d'un animal à l'autre. Et Chervansky, dans son travail qui était postérieur à celui de Danska,
ne trouve pas de corrélation entre l'élévation du taux de testostérone et la fréquence du diabète, comme si, selon lui, ce n'était qu'un des éléments, mais pas l'essentiel dans cette affaire mâle-femelle que j'indique. Mais en tout cas, vous voyez, c'est une approche intéressante qui contribue à notre discussion. Alors maintenant, est-ce que l'on peut obtenir des arguments directs? Parce que, comme on dit souvent, la corrélation, bon, est intéressante, mais n'est pas suffisante pour prouver un lien de causalité. Est-ce qu'on peut arriver à des conclusions plus précises? Alors, je retombe dans l'article de Finlay, qu'a déjà cité Philippe Sansonetti, qui, avec la vancomycine, mais pas avec la streptomycine, c'est intéressant, montre qu'il y a une augmentation de la fréquence, enfin de l'intensité de l'allergie, de l'asthme induit par l'ovalbumine chez la souris, avec des données histologiques sur lesquelles je passe. Nous avons, dans notre laboratoire récemment, avec en particulier Lucien Chatenou, repris ce problème de façon approfondie dans le domaine de la souris node, qui était le nôtre. Et alors nous avons utilisé soit la vancomycine, ce qui était logique, soit un mix, un mélange d'antibiotiques, ampicilline, colistine, streptomycine, et nous avons étudié, regardé l'influence sur la fréquence du diabète en traitant à la fois les mères depuis le début de la gestation et après les souriceaux. Et on voit, c'est intéressant par rapport à ce que je disais précédemment, c'est que les mâles présentent une augmentation de fréquence, ce qui n'est pas le cas des femelles. Donc on se retrouve dans une situation germ-free ou germ-free-like, en tout cas pour le mix, un peu moins pour la vancomycine qui ne touche qu'un segment, qu'une fraction du microbiote, eh bien, ont un effet chez le mâle et pas chez la femelle. Ça doit alimenter nos réflexions quant au mode d'action sous-jacent. Alors maintenant, de façon plus générale, quels sont les arguments qu'on peut tirer chez la souris, dans le domaine expérimental, sur la relation de causalité entre les modifications du microbiote et la survenue de ces maladies auto-immunes ou allergiques? Les animaux de germ-free, on vient de le voir, fournissent des indications intéressantes. Alors j'ai mis souris node variable. Pourquoi? Parce que les travaux de Chervansky qui montrent une augmentation drastique de la fréquence du diabète chez les animaux de germ-free n'a pas été trouvé chez d'autres. En fait, il y a tout un continuum entre les animaux germ-free 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile, les animaux SPF très propres, 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. Et quand on arrive aux animaux complètement sales, il n'y a plus rien du tout. Donc c'est un gradient. Et ce qui explique probablement les comparaisons, parce que quand on compare les germ-free aux SPF, eh bien, ça dépend autant de la qualité des germ-free que celle des SPF. Quand on a des très mauvais SPF, les germ-free remontent. Vous voyez, bon. Quand on a des bons SPF, ce qui est notre cas, nous arrivons à Necker actuellement à avoir des fréquences chez les SPF qui sont à peine plus basses que celles des germ-free de Chervansky. Vous voyez, c'est pour vous dire que c'est un peu subtil. Et chez la node, on ne peut pas tirer d'argument. Alors, quand on regarde d'autres maladies auto-immunes, c'est encore plus particulier, parce qu'il y a des maladies auto-immunes où l'élevage ou des souris en germ-free diminue la fréquence, et d'autres, comme les arthrites expérimentales, où les augmente ou les diminue suivant le modèle. Alors il y a des raisons probablement à ça, et vous avez eu un exposé sur ce sujet, sur la SFB. Eh bien, il est évident qu'il est assez frappant de remarquer que les maladies dans lesquelles les animaux de germ-free présentent une fréquence diminuée de la maladie sont des maladies associées dans leur pathogénèse à un rôle de l'IL-17, des cellules TH17. C'est particulièrement le cas pour le AE et c'est le cas pour le modèle d'arthrite qui s'appelle KBN, qui est un modèle développé par Diane Matisse et Christophe Benoît, qui est un modèle d'arthrite se développant chez les souris transgéniques. Enfin, je ne peux pas rentrer dans le détail, c'est compliqué, ce n'est pas notre point d'intérêt. C'est des souris qui développent une arthrite IL-17 dépendante. Donc l'IL-17 dépend très très directement d'un microbiote fonctionnel, certainement de la SFB, très probablement. D'ailleurs, on peut reconstituer tout ça avec la bactérie. Donc il y a là quelque chose de très très intéressant. Mais l'arthrite au collagène, par exemple, sa fréquence, sa sévérité est multipliée par 2, 3 ou 4 chez les souris de germ-free, c'est tout à fait clair. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer de notre argument qui est important, c'est de savoir quel est l'effet de germes commensaux, et ça vous avez déjà ce sujet largement traité dans les exposés précédents, je ne vais pas m'étendre, mais il y a ces deux données qui sont très frappantes et très remarquables, que certaines bactéries commensales bien définies peuvent avoir des effets sur le système immunitaire. Je viens de parler d'IL-17,
Mais il y a également de bactéries Clostridium ou Bacteroides fragilis qui ont des effets très remarquables sur les cellules régulatrices. Et c'est donc important. Et d'ailleurs, on peut les modifier, on peut montrer ça à la fois in vitro et in vivo. Mais par contre, il y a des surprises, parce que des mélanges probiotiques comme le VSL n'ont pas d'effet dans le diabète, n'ont pas d'effet préventif. Alors que si on étudie... Attendez, j'ai un petit problème de diapositive. Non, c'est celle-là, oui. Alors que si on étudie, nous allons le voir dans un instant, chez les sourinodes, ce mélange a un effet protecteur. Alors ici, c'est un tableau qui résume, un tableau tiré d'un article de Masmanian, d'ailleurs que je n'ai pas cité, j'aurais dû le faire, qui résume l'utilisation de probiotiques dans la colite expérimentale. Il y a une des choses chez l'homme, c'est surtout la colite expérimentale chez la souris, chez le rat. Et vous voyez que ce sujet a été très très largement étudié, avec des effets très concluants, sans forcément... Alors, il y a des mécanismes d'action qui sont mis... Bon, ça, je ne suis pas sûr qu'il faille les acheter comme ça directement, mais c'est un ensemble assez remarquable. Et dans les maladies auto-immunes, les colites ne sont pas des maladies auto-immunes, on ne le dit jamais assez. Il n'y a pas d'auto-immunité à proprement parler dans les colites inflammatoires. C'est des maladies a priori antibactériennes, avec une inflammation bien sûr, mais sans direct... Ce n'est pas vraiment de l'auto-immunité, c'est différent. Hein. Alors, dans les maladies auto-immunes à proprement parler, eh bien, là, il y a des résultats assez nets, même très nets, qui sont, vous voyez, l'effet soit de mélange de probiotiques comme VSL3, soit de probiotiques définis, soit, alors dans certains cas, il en faut un suffit, dans d'autres cas, il en faut 2 ou 3 espèces différentes, ça dépend un petit peu des cas, mais les papiers se multiplient là-dessus, et je peux vous dire que ça fonctionne bien, nous l'avons nous-mêmes étudié, voilà ici l'étude que nous avons faite nous-mêmes dans le diabète, elles n'ont rien de révolutionnaire, simplement elles confirment, vous voyez, suivant un effet dose, avec une dose plus importante, on a un meilleur effet. Vous voyez qu'on prévient complètement l'apparition du diabète chez la sourinode par le gavage par des probiotiques. Donc l'effet est incontestable et c'est certainement quelque chose d'intéressant à signaler. Alors, bien sûr, automatiquement, on a pensé à l'appliquer à l'homme, c'était pas compliqué. C'était un peu difficile parce que les probiotiques chez l'homme, c'est un sujet que j'appellerais en franglais un peu soft, un peu glissant. C'est un sujet en médecine où il y a une mauvaise littérature incroyable. C'est vrai que c'est terrible. Donc, et en plus, il y a eu des données contradictoires même dans ces essais. Alors ça, c'est le premier essai qui a été publié dans le Lancet il y a déjà assez longtemps. C'est une histoire qui remonte déjà à longtemps. Hein. Et il avait été montré que lorsqu'on donnait des probiotiques, on prenait d'abord, je voudrais dire qui on prenait des femmes ayant des antécédents d'allergie. Donc, chez qui on pouvait suspecter que leurs enfants développent une allergie. Et donc, on traitait les femmes enceintes par le probiotique et on continuait à donner le lactobacille aux nouveau-nés. Et vous voyez la réduction de la dermatite atopique qui était très significative dans un essai randomisé en double aveugle. Je le disais, ça a été contesté. Alors, nous avons une collaboration avec des épidémiologistes de l'Institut Mario Negri à Milan. Et nous avons fait une méta-analyse, moi j'y ai participé modestement, je tiens à le dire, mais ils ont fait une méta-analyse et qui, avec tous les articles publiés sur le sujet, je ne vais pas vous montrer les résultats, mais la conclusion est simple, l'effet est réel, même s'il y a eu des données contradictoires, l'effet est incontestable, mais modéré. On protège à peu près 30%, 35% d'atopie en donnant des probiotiques. Alors c'est cette affaire de probiotiques qui est compliquée. Elle est compliquée parce que c'est fait de façon artisanale, chez l'homme certainement, chez la souris beaucoup moins. Mais est-ce qu'il faut plusieurs probiotiques? Un seul suffit? Si un suffit, est-ce que d'autres pourraient faire la même chose? C'est d'ailleurs un problème, même pour les études chez les souris de GM-free avec le SFB et d'autres. C'est passionnant ce qu'on voit sur le SFB, mais est-ce que d'autres bactéries ne pourraient pas faire la même chose? Enfin, on en a étudié quelques-unes, pas beaucoup. Donc là, il y a un sujet vaste et qui va certainement donner lieu à des travaux très très importants dans le domaine fondamental, mais aussi dans le domaine que j'évoquais, que est celui de l'application. Et puis, je ne peux pas ne pas parler des pathogènes. Parce que c'est vrai que nous étions partis sur les pathogènes, et nous sommes encore beaucoup sur les pathogènes, même si nous avons réorienté beaucoup de nos travaux sur le microbiome. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais nous faisons des études, notamment sur les microbiomes chez la sourinode. Nous avançons pas mal, en collaboration d'ailleurs avec Dusko Ehrlich. Mais nous avons quand même le sentiment, et je voudrais vous donner quelques arguments pour cela, que les pathogènes bona fide, qui n'ont rien à voir a priori avec l'intestin, et en tout cas à un âge où l'intestin, où on peut penser que le microbiote intestinal est largement fixé, je pense chez la souris à 10-12 semaines,
eh bien, il y a des arguments pour penser que les pathogènes peuvent également avoir un effet freinateur du développement des maladies auto-immunes et allergiques. Ici, c'est l'expérience que nous avions publiée dans New England en 2002, qui rejoint un peu ce que Chervansky a repris et ce que je vous disais tout à l'heure sur les SPF par rapport au GF chez l'anode. Nous avions à l'époque, c'était une époque moyenne, vous voyez, on avait 60% de maladies chez la femelle. Et alors pour nous c'était terrible parce que ça nous empêchait de travailler, on travaillait mal avec des souris qui avaient si peu de diabète. Nous, au départ, c'était presque alimentaire, pas un mauvais jeu de mots, simplement on avait besoin d'avoir un meilleur. Et donc ce que nous avons fait, l'expérience que nous avons faite, qui était simple et logique, nous avons donné naissance, donné naissance aux souris par césarienne et nous les avons mis dans des isolateurs. Et ça a suffi pour faire remonter d'une génération à l'autre, après vous voyez plusieurs générations que ça s'est maintenu, d'une génération à l'autre, on est passé à 95%. Et puis, et c'est ça le point peut-être qui nous intéresse plus aujourd'hui, je ne vais pas donner d'exemple parce qu'il y en aurait trop, la littérature comporte 20, 25 articles ou plus, lorsqu'on infecte ces souris propres, celles qu'on a fait remonter à 95%, par différents agents infectieux, mais pas seulement des bactéries, mais des virus et des parasites, eh bien, on empêche complètement la survenue de la maladie. Alors, vous voyez dans cette liste, bon, on peut toujours trouver un lien avec le microbiote, peut-être qu'il existe, mais bon, une infection par une mycobactérie à l'âge de 12 semaines, je ne suis pas sûr s'il faut penser au microbiote en première instance. Philippe Sansonetti est mieux placé que moi pour le dire, mais je pense qu'il y a des arguments pour penser qu'il n'en est pas ainsi. Alors pour les parasites, c'est un peu différent. Il s'agit souvent de parasites intestinaux, mais peut-être pas seulement. Et en tout cas, pour les virus, là aussi, la discussion est ouverte. Mais les virus sont de très, très puissants inhibiteurs du développement des maladies auto-immunes et allergiques. Un autre exemple pour un parasite qui n'est pas un parasite directement intestinal, un parasite du sang, le plasmodium. Ça, c'est un papier qui n'est pas récent, publié dans un bon journal, mais pas récent, en 1970. Vous voyez qu'on empêche complètement, mais complètement, la survenue d'un lupus érythémateux disséminé par une infection par le plasmodium. Bon, c'est intéressant, c'est clair et c'est intéressant. À l'époque, c'était passé un peu inaperçu, mais maintenant, revisiter, comme on dit, ça prend une certaine actualité. Voilà, alors, un mot pour finir avec les éléments pathogènes, pour dire qu'il n'est pas nécessaire que la bactérie soit vivante pour avoir cet effet protecteur. Nous avons travaillé, comme d'autres, d'ailleurs, ça a été une approche qui est assez intéressante, à mon avis, et logique, avec des extraits bactériens qui sont plus faciles à manipuler, dont on peut après progressivement séparer les constituants. Donc on est parti au départ, on est parti d'un extrait bactérien provenant des bactéries qui sont indiquées ici, qui comportent des pathogènes, qui avaient été conçus à l'époque dans un contexte complètement différent, mais ce n'est pas la question. Et nous avons montré que lorsqu'on traitait par voie IP, sous-cutanée ou orale, des souris développant un diabète, des souris NOD qui devaient développer un diabète par cet extrait, on empêchait la survenue de la maladie, ou on la retardait en tout cas. Et ça marchait pas, ça marchait plutôt mieux, ça marche plutôt mieux par voie IP que par voie orale, ce qui est également à citer par rapport à un effet possible sur le microbiote pour lequel nous n'avons pas de données. Même si on regarde les effets des traitements par les probiotiques sur le microbiote intestinal, les données sont peu nombreuses. Quelles sont les modifications de la composition des microbiotes après traitement par différents probiotiques ou extraits bactériens? On n'a pas beaucoup de données pour l'instant et ça sera un sujet certainement intéressant pour l'avenir. Alors je voudrais finir cet exposé en vous parlant de mécanismes et plus particulièrement des récepteurs TOL. Pour les probiotiques, pour les commensaux, il y a eu tous les articles qu'on a déjà cités, dont vous avez entendu parler de façon extensive au cours des exposés précédents, qui montrent que certains commensaux ont des effets définis sur certaines fonctions immunitaires, même s'il n'a pas encore été montré, à ma connaissance, que ces bactéries, par exemple SFB, avaient des effets dans la vie réelle. Je parle même sur les SPF, qui est une sorte de demi-vie réelle. Et des effets sur la production des cytokines, des effets sur les fonctions régulatrices. Donc ça, on a déjà une base relativement solide. Ce qui est intéressant, c'est que, et ça, c'est pas surprenant, c'est que ces effets sont très largement médiés, ou en tout cas passent par la stimulation de récepteurs TOL.
Voici ici un papier qui vous montre que lorsqu'on traite des souris, ou on fait des études in vitro, là c'était plutôt de l'in vitro, par le PSA, par le polysaccharide A de Basmadian dont on parlait, de Basmadian et Casper, eh bien, on a une prévention de la colite, donc c'est aussi in vivo, mais ça va être in vitro après de la partie droite de la diapositive. Quand on voit qu'il y a une prévention de la colite qui n'existe plus lorsque les souris receveuses sont TLR2 knockout, TLR2 déficientes. Et on a la même chose pour les cytokines, enfin qui sont de façon un peu paradoxale, parce qu'on a normalement une augmentation de l'IL-10 et une diminution de l'interleukine 17, et vous voyez que ces résultats sont inversés chez les souris TLR2-KO. Donc on est dans une situation où TLR joue un rôle important dans les effets de ces bactéries, de signalisation de ces bactéries. On pourrait dire la même chose sur l'effet de ces bactéries commensales sur l'épithélium intestinal, indépendamment des cellules de l'immunité. Donc là c'est un sujet qui n'est pas vraiment surprenant quand on connaît l'importance des récepteurs TOL. Ce qui nous a... alors, nous avons repris ces études avec les extraits bactériens qui étaient un peu plus un modèle de pathogène, mais en sachant que c'est peut-être artificiel de faire cette différence entre pathogènes et commensaux dans ces discussions. Alors, nous avions montré, par exemple, que dans l'asthme à l'ovalbumine, eh bien, il y a un effet d'extrait bactérien dont je parlais, et cet effet n'existe plus lorsqu'on neutralise l'IL-10 par les anticorps neutralisant le récepteur de l'IL-10, avec un effet également sur les cellules du lavage broncho-alvéolaire. Dans le diabète, c'était un peu différent parce que le même traitement par des anticorps neutralisant le récepteur de l'IL-10, il y avait beaucoup moins d'effets. Vous voyez, c'est la courbe intermédiaire. Par contre, les anticorps neutralisant le TGF-bêta avaient un effet suppresseur, si j'ose dire, de l'effet inhibiteur de l'extrait bactérien, qui est quand même très, très remarquable. Le TGF-bêta, c'est une cytokine centrale, comme on dit pivotale pour ce qui est de l'immunorégulation, et c'était donc pour nous, à certains égards, particulièrement intéressant. Alors, nous avons été ramenés néanmoins pour ces extraits bactériens également au récepteur TOL. Alors, nous savions déjà, c'était logique de nouveau, ce n'était pas une surprise, mais simplement en faisant l'expérience simple de regarder la prolifération de cellules lymphoïdes en présence de ces extraits bactériens qui existent, vous voyez qu'elle disparaît lorsqu'on prend des souris MYD 88KO. Donc en l'absence de signalisation tau, en absence pas complète, on ne l'a pas fait chez les doubles TRIF-KO et MYD, mais ça suffisait que les MYD, donc en particulier, vous voyez qu'on empêchait la prolifération. Alors, la question se posait évidemment de savoir si l'effet in vivo de ces extraits bactériens était également fonctionné à travers les récepteurs TOL. Et ça, c'est un travail du groupe de Gleichanos à Nice qui a montré qu'effectivement, alors les données ne sont pas spectaculaires, mais elles sont réelles et significatives, qu'effectivement, alors il faut regarder, prenez simplement les colonnes noires, parce que la diapo est un peu compliquée avec différentes doses, etc. Mais vous voyez que le BV, qui est l'extrait bactérien en question, c'est un autre nom qui lui est donné, eh bien, le M85, comme nous l'appelons, eh bien, entraîne un effet protecteur qui est levé, en partie levé, chez les souris MYD88. Donc, c'est intéressant et ça vaut pour l'IL13, pas pour l'IL5. Nous avons fait le même genre d'expérience, tout à fait proche, qui montre que également nous avons sur la réaction allergique et sur l'IL4 des effets du même type. Donc on dit que ces effets ne sont pas observés, ne sont plus observés chez les souris MYD88KO. Ça vous indique en passant d'ailleurs que l'induction de l'asthme ne dépend pas de la présence, de l'activité des récepteurs TOL, parce que les souris MYD88KO développent très bien l'asthme. Vous verrez dans un instant, ce sera, je crois, ma dernière diapositive, qu'elles le développent même dans certains cas de façon exagérée. À partir de ces résultats, nous nous sommes posé la question, qui était simple, c'est de savoir si on pouvait aller, on est parti des bactéries, l'extrait bactérien, si on pouvait aller plus loin et prendre carrément des agonistes TOL. Donc nous avons étudié, nous avons pris en considération tous ces récepteurs TOL, la liste n'est pas complète sur ces diapos, et nous avons étudié une dizaine d'analogues, d'agonistes des différents récepteurs TOL. On a fait TLR2, TLR3, TLR4, TLR7 et TLR9. Non, 9, ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'était fait par Irun Cohen en Israël. Mais les résultats ont été
de façon surprenante les mêmes. Globalement, vous voyez ici l'effet d'un agoniste TLR2, prévention complète de la maladie. Et la même chose pour Poly-IC, qui est un agoniste TLR3. Et il y a eu des résultats du même ordre, maintenant publiés dans le modèle de AE et dans les modèles d'allergie. Nous-mêmes, nous avons, dans notre papier il y a 3 ans maintenant, nous avions également trouvé un effet dans les réactions allergiques. Alors, c'était un peu surprenant, parce qu'on s'attendait plutôt à ce que TOL soit associé à l'induction de ces maladies immunitaires, plutôt qu'agir en prévenant la survenue de ces maladies après administration systémique, bien sûr. Et ce sont là, dans le cas particulier, pour la NOD, une maladie spontanée, donc il n'y a pas d'injection d'auto-antigène. Mais même dans le cas de l'asthme, ça a un effet inhibiteur. Ce qui a été intéressant, c'était de noter que les mécanismes sous-jacents, que nous sommes loin d'avoir compris, mais que les mécanismes sous-jacents n'étaient pas forcément les mêmes suivant l'agoniste TOL que nous utilisions. Là, je suis revenu donc chez la souris NOD. Vous voyez, quand on regarde les souris CD28-KO, eh bien, les souris CD28-KO qui ont la particularité de ne pas avoir ou d'avoir très peu de cellules CD25 FOXP3 positives, des cellules régulatrices, tirées, comme on les appelle. Eh bien, ces souris restent sensibles à l'effet du poly-IC, mais pas à celui du LPS. Inversement, en revanche, si on étudie les souris CD1D-KO, qui sont dépourvues de cellules INKT, ou des souris qui sont génétiquement déficientes pour la production d'IL4. À ce moment-là, le poly-IC ne fonctionne plus, ne prévient plus la maladie, alors que le LPS le fait toujours. Donc TLR3 fonctionne, TLR4 ne fonctionne plus. Ce travail a au moins l'intérêt, il ne va pas au bout des choses, parce qu'on n'a pas encore vraiment la preuve que, disons que les cellules, par exemple T régulatrices FOXP3, sont impliquées dans l'effet du LPS. Il y a également le rôle de l'IL10 que nous avons montré dans d'autres études que je n'ai pas montré aujourd'hui. Mais en tout cas, ça montre un point qui est important, c'est qu'il y aura probablement le développement dans les années à venir d'une immunopharmacologie des récepteurs TOL et que chaque récepteur TOL risque d'avoir une pharmacologie différente d'un autre. Donc là, il y a un champ très important et je dirais même de façon plus générale que tout ceci met le doigt sur le fait que nous sommes devant des facteurs très complexes. Il ne faut pas s'attendre à voir qu'il y a un seul mécanisme dans une situation donnée. Il y a sans doute plusieurs mécanismes et que les mécanismes diffèrent sans doute suivant la nature des infections. Alors, la dernière diapositive vous illustre, fait un peu le pont entre les deux dernières observations. Parce qu'on s'était dit la chose suivante. D'ailleurs, dans un cas particulier, l'observation a primé l'interprétation. Parce qu'au départ, on ne s'attendait pas à trouver ça. Ce que nous avons fait, nous avons regardé l'intensité de l'asthme au départ, avant de faire les expériences chez les MYDKO. Nous avons regardé la fréquence et la sévérité de l'asthme allergique, donc après dans le système OVA, chez les souris NOD et MYD88KO. Et vous voyez que là, le dessin de gauche représente la survie. Pourquoi la survie? Parce que les souris qui étaient MYDKO développaient un asthme tellement sévère après la sensibilisation contre le valbébine, que dès le premier challenge, elle mourait d'asphyxie et de collapsus. Elle faisait pratiquement un choc anaphylactique. Lorsqu'on donnait des doses infra-optimales, on arrivait, alors on le maintenait en vie, évidemment, et à un moment, on pouvait voir des différences dans la diminution de la sévérité de l'asthme. Donc, on est dans une situation où les souris NOD et MYD-KO ont une sensibilité exacerbée, comme si elle était plus sensible au contrôle régulateur, à la régulation par les gènes, par les microbes de l'environnement, même dans l'atmosphère SPF, et que l'invalidation du MYD88-KO, MYD88 par les recombinaisons homologues finissait par lever ce contrôle qui entraînait une sévérité beaucoup plus grande de la maladie, qui elle-même ne dépendait pas du bon fonctionnement des récepteurs TOL. Donc ça, c'est une observation intéressante. Ce qui est particulier aussi, c'est que ceci a été observé chez la souris NOD et que le groupe de Gleichen-Host, dont je montrais une diapo tout à l'heure, n'a pas trouvé la même chose chez la balbe C. Et pourtant, la balbe C est une souris qui est très répondeuse en réaction allergique. Et l'explication que nous donnons actuellement à cette différence, c'est qu'en fait, la souris NOD, nous étions tombés sur la souris NOD avec un modèle de super réactivité
en TH2, en réaction TH2. La sourinode, il suffit de lui injecter quelques fifrelins de protéines hétérologues pour qu'à la deuxième injection, elle meure de choc anaphylactique dans des conditions où aucune autre souris ne le fait. La sourinode développe un asthme d'une sévérité très supérieure à celle des souris, même les meilleures répondeuses des souches ordinaires. Et c'est comme par hasard chez ces sourinodes que nous avons trouvé l'effet exagérateur, l'effet amplificateur de la diminution, de la validation du MID 88. Alors en conclusion, bon, j'espère vous avoir convaincu que l'hygiène définie comme je l'ai fait, ou la diminution de l'exposition aux agents microbiens, je ne parle pas seulement aux bactéries, c'est vrai pour les virus aussi, bien sûr, et ça n'a pas encore été beaucoup étudié, prédispose à la survenue d'une maladie allergique auto-immune. On a à la fois des données chez l'homme, chez l'animal, et des données qui, disons, touchent à la causalité au-delà des corrélations. Je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui quelle est la part respective des commensaux et des pathogènes. Alors on peut reprendre, j'ai fait cet exercice, c'est intéressant à faire, tous les arguments que j'ai déclinés là dans l'heure qui précède, et on peut regarder est-ce que ceci est vrai pour les pathogènes, pour les commensaux, pour les deux. On arrive pratiquement toujours à la conclusion que l'un ou l'autre peuvent faire la même chose. Donc on ne peut pas, et les conditions épidémiologiques peuvent favoriser l'un et l'autre. Donc c'est une question qui est ouverte. Mais en tout cas, ce qui me paraît intéressant, c'est que la signalisation TOL pourrait représenter un tronc commun entre les deux. Maintenant, la stimulation d'un récepteur TOL ne résume pas toute l'activité d'un produit biologique, donc il y a bien d'autres choses. Donc il ne faut pas non plus résumer la stimulation d'un récepteur TOL, résumer l'activité biologique d'une protéine, d'une cellule, à simplement la stimulation d'un récepteur. Donc le problème est encore plus compliqué. Mais en tout cas, on a un lien entre les deux, et c'est une chose que j'ai essayé de vous démontrer. Merci.